Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile l'étendue. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 sur l'histoire des supports audio. Ouais, bon, je sais, on est vraiment à la ramasse. Cet épisode devait sortir en septembre. Bref, avant toute chose, allez voir les 2 épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. La bande magnétique fut inventée en 1928 par l'allemand Fritz Flömer. Oui, encore un allemand, et oui, encore un ingénieur. Bon, j'espère que vous avez la boîte de Doliprane pas trop loin de vous parce qu'aujourd'hui c'est un épisode assez consistant techniquement. Et d'ailleurs, nous allons surtout nous concentrer sur l'histoire de la bande magnétique 1/4 de pouce. Attardons-nous d'abord sur le magnétophone qui lie les bandes magnétiques. C'est une invention bien plus lointaine que les bandes elles-mêmes. Le premier modèle connu est apparu en 1886 et fut développé par les copains du Volta Laboratory, qu'on a vu dans l'épisode précédent. A l'époque, le magnétophone utilise des bandes de papier recouvertes de cire. On va pas trop s'attarder dessus car cet appareil n'a jamais dépassé le stade de projet. Quelques années plus tard, en 1898, l'ingénieur Waldemar Poulsen travaille sur le premier enregistrement magnétique en s'inspirant du phonographe à rouleau d'Edison. Il enroule une corde à piano en spirale autour du cylindre de cuivre qu'il fait défiler face à un électroaimant qui est lui-même connecté soit à un microphone pour l'enregistrement, soit à un écouteur pour la reproduction. Cet appareil devient le tout premier enregistreur magnétique de l'histoire et il fut introduit sous le nom de télégraphone. Un peu plus tard, Carl Stille perfectionne cette invention en utilisant un fil d'acier. Ce n'est qu'en 1928 que la bande magnétique telle que nous la connaissons, enfin presque, est inventée. Fritz développa cette année-là un procédé pour remplacer le fil d'acier par du papier à cigarette recouvert de très fines bandes métalliques. La version définitive de son invention utilisera une très fine couche de papier kraft recouvert de poudre de fer mesurant 5 mm de largeur et défilant à une vitesse de 1 mètre par seconde. Le calcul est vite fait, il faut compter plus ou moins 170 mètres de bande pour l'enregistrement d'une seule musique. Vous allez me dire comment on arrive à enregistrer quoi que ce soit avec un bout de papier et de la poussière de métal? Le magnétophone, qui est le premier système d'enregistrement exclusivement électrique, utilise une tête enregistreuse magnétique abritant un électroaimant qui va transformer un courant en onde magnétique qui, en glissant sur la bande à une vitesse constante, va plus ou moins polariser la poudre. Et on utilise le procédé inverse pour la lecture avec une tête de lecture. Et cette technologie reptilienne est encore utilisée en 2023 pour certains usages, plus de 90 ans après son invention. La bande magnétique offre des avantages de taille par rapport au disque ou au cylindre. Le support s'use beaucoup moins vite que ses deux aïeux. La bande permet aussi une certaine créativité pour les professionnels, car il est possible de couper et faire des raccords entre les différents enregistrements. Et un effacement en appliquant un champ magnétique constant est possible, et le réenregistrement aussi du coup. Imaginez la révolution à la fin des années 20. Mais bon, la bande n'a pas que des avantages non plus. En 1930, AEG, ouais, ceux qui font aujourd'hui des machines à laver et des perceuses, rachètent les droits d'exploitation du magnétophone à Fritz Flömer. Dès lors, l'entreprise va investir énormément de cash en recherche et développement pour améliorer tous les aspects et les défauts du magnétophone à l'aide de Fritz et une armée de scientifiques. L'un des principaux problèmes, c'est la fragilité des bandes. Les premières versions avaient souvent tendance à céder, en plus d'avoir un son vraiment pas terrible à cause de la taille des particules de fer. Jusqu'en 1939, AEG va donc travailler d'arrache-pied avec Fritz pour améliorer son magnétophone. Dans un premier temps, en élargissant la bande de 5 à 6,5 mm et en abaissant la vitesse à 77 cm/s. Ça permet d'avoir une bande bien moins sujette à la casse. Puis l'entreprise recouvre les bandes de carbonyle et plus tard d'oxyde de fer noir et enfin marron pour une meilleure qualité audio. AEG remplace aussi l'acétate par du polyester. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais à la fin des années 30, ça pue du cul en Europe. D'ailleurs, le petit moustachu fut un grand consommateur de bandes magnétiques pour l'enregistrement de ses discours. Et il y avait un intérêt certain à cela. La plage de fréquence étant proche de la voix humaine à cette époque-là, ça permet de faire passer des bandes préenregistrées avec un magnétophone à la radio plutôt qu'en direct. Et c'était indiscernable pour l'auditeur. De quoi déjouer les éventuelles attaques envers le petit moustachu qui était sûrement déjà très loin des studios d'enregistrement lors des diffusions. Jusqu'en 1945, logiquement, le support évolue peu, hormis la prémagnétisation des bandes à haute fréquence vers 1941 qui consiste à prémagnétiser la bande en envoyant un signal de prémagnétisation à très haute fréquence au-delà du spectre audible. Et les premiers tests d'enregistrement avec une tête 2 pistes qui aboutiront aux tout premiers enregistrements stéréo. Mais à la fin de la guerre, les Américains, pour fêter la victoire, et parce qu'en plus ils sont devenus au passage la première puissance mondiale, se disent qu'il serait plus pratique pour eux si on parle en pouces. Ils décident donc d'arrondir la vitesse des bandes à 30 pouces par seconde, 76,2 cm/s pour nous du coup, le reste du monde. 1946, c'est l'année qui voit arriver les premiers magnétophones disponibles auprès du grand public. Et d'ailleurs, à cette époque, il n'était pas courant d'utiliser des bandes pour l'enregistrement de musique. L'appareil servait surtout à enregistrer sa voix en soirée mondaine, ou le dimanche en famille autour d'un poulet frites. Les années suivantes, il y a peu d'évolutions à noter.
Jusque-là, on utilisait surtout le vieillissant 78 tours, mais c'est à la fin des années 40, début 50 que le support est utilisé en priorité pour l'enregistrement des émissions de la RTF. C'est à la même époque qu'une norme d'égalisation sera introduite aux États-Unis avec le doux nom de NAB, pour National Association of Broadcasters. Cette compensation permet d'avoir une réponse équilibrée de 20 à 20 000 Hz sur tous les appareils vendus sur le sol américain. C'est exactement comme l'égalisation RIAA des disques micro-sillons qu'on verra dans le prochain épisode. L'Europe suivra juste après avec sa propre norme dénommée CCIR. De nos jours, ces deux normes sont reprises par l'International Electro-Technical Commission sous la norme IEC. Et c'est les mêmes qui ont inventé cette prise. En 1972, Denon présenta un enregistreur à bande magnétique numérique pour le secteur professionnel, le DN23R, qui fonctionne avec des bandes de 2 pouces et permet une fréquence d'échantillonnage de 47,25 kHz en 13 bits. C'est le tout premier enregistreur audio numérique de l'histoire, et ça c'est grâce à la bande magnétique. Dans les années 80, Maxell sortira une bande magnétique au chrome pour avoir une restitution encore plus fidèle des aigus. Malheureusement, cette bande n'était pas compatible avec les magnétophones classiques et est restée très confidentielle en termes de distribution. La bande magnétique eut une part de marché marginale et fut surtout utilisée en secteur professionnel. À vrai dire, la bande magnétique 1/4 de pouce n'a jamais percé en secteur grand public. Elle fut vendue vierge pour des enregistrements à domicile. Elle eut une carrière plus glorieuse sous d'autres formats, avec par exemple la VHS, la cassette audio ou encore dans l'informatique. Cet épisode est terminé, comme toujours on a vraiment galéré pour rassembler les infos, surtout que là, c'est l'abondance des données qui a été compliquée à mettre en forme pour en faire une vidéo plus digeste. Mais nous retrouverons dans les prochains épisodes la bande magnétique qui fut la base d'autres supports audio comme l'iconique cassette audio ou le DAT. En attendant le prochain épisode, on s'abonne et promis, la prochaine vidéo sortira plus rapidement. Salut!